Le 1er décembre 1993, Rhonda rentra du travail. Elle dit bonjour à Siegel et lui demanda s'il savait où était Cassidy. Siegel lui répondit qu'elle était partie chez une de ses amies et qu'elle devait rentrer vers 17 h. Il était 17h10 et Cassidy n'avait pas l'habitude d'être en retard. Rhonda appela l'amie de sa fillette pour voir si elle était toujours avec elle. L'amie de l'enfant déclara que Cassidy n'était jamais venue chez elle ce jour-là. Rhonda demanda à Siegel de l'aider à chercher Cassidy. Pendant que Siegel appelait la fillette dans la rue, Rhonda frappa à la porte de sa voisine. Elle lui demanda si elle avait vu Cassidy au cours de l'après-midi. Celle-ci lui répondit que non. Siegel appela alors la police. Quand la voiture de patrouille arriva, Siegel rencontra l'agent devant la maison. Il déclara au policier qu'il avait vu Cassidy pour la dernière fois à 15h30. Une voisine, elle, avait dit l'avoir vue à 15h45. Cassidy avait mentionné à Siegel qu'elle allait chez une amie et qu'elle reviendrait à 17 h, soit à l'heure où sa mère rentrait habituellement. Cassidy portait toujours sur elle un système d'alarme personnel quand elle sortait. Comme il le faisait toujours, Siegel s'assura que l'appareil fonctionnait bien. Comme tout était normal, il dit à Cassidy qu'il l'attendait à 17 h. Elle était partie pour ne jamais revenir. Siegel décrivit au policier les vêtements que portait l'enfant. Elle avait une veste en jean, un chandail rose, des jeans et des chaussures de course blanches. Peu de temps après, l'enquêteur Laura Nearing du service de police de Saint-Louis arriva sur place pour commencer son travail. Ce qui rendait ce cas particulièrement délicat, c'était le fait qu'au cours des 2 mois précédents, 2 autres fillettes avaient disparu et qu'on avait découvert par après qu'elles avaient été tuées. On a donc immédiatement pensé qu'on avait peut-être affaire à un tueur en série. À un peu plus d'un pâté de maison, un homme trouva un système d'alarme personnel devant chez lui. La découverte de ce système d'alarme nous indiquait qu'elle avait vraisemblablement été enlevée contre son gré. Il était peu probable qu'elle soit chez des amis, sans savoir qu'elle était recherchée. On a donc traité tout de suite cette affaire comme un enlèvement, plutôt qu'un cas de disparition d'enfants. L'homme qui avait trouvé le système d'alarme n'avait pas été témoin d'activités suspectes. Les enquêteurs décidèrent de vérifier auprès de ses voisins pour voir s'ils avaient vu quelque chose. Mais on ne répondit pas à la porte. Les policiers devraient revenir plus tard. Rhonda reconnut sans mal le système d'alarme de Cassidy. Nearing lui demanda alors une photo récente de la fillette. Ensuite, elle demanda à Rhonda la permission de fouiller la chambre de Cassidy pour trouver des indices sur ce qui avait pu lui arriver. Les techniciens en scène de crime recueillirent alors tout objet qui pouvait fournir des empreintes digitales de la fillette ou même son ADN. On trouva une brosse à cheveux, une cassette vidéo et un verre sur la table de nuit. Si un drame s'était produit, les empreintes de Cassidy et son code génétique permettraient d'identifier son corps. L'enquêteur Nearing rencontra ensuite une équipe d'enquêteurs de l'escouade des crimes graves de la région métropolitaine de Saint-Louis, la MCS. Cette escouade enquêtait déjà sur la mort de 2 jeunes filles disparues peu de temps avant Cassidy. L'une de ces victimes était du même âge que Cassidy. L'autre avait 22 ans. Les enquêteurs du MCS croyaient qu'il y avait peut-être un lien entre les 3 affaires. Il était primordial que nous comparions nos notes. Les pistes qu'on suivait pouvaient être reliées aux autres homicides. Les enquêteurs de l'escouade avaient donc aussi besoin des informations dont nous disposions. Quand la nouvelle de la disparition de Cassidy fit la manchette, les enquêteurs firent imprimer de nouvelles affiches avec une photo récente de la fillette et ils demandèrent aux policiers d'interroger les habitants du quartier. Nearing était particulièrement intéressé par l'occupant de la maison près de laquelle on avait trouvé le système d'alarme personnel. Des enquêteurs avaient frappé à cette porte quotidiennement depuis la disparition de Cassidy, mais n'avaient jamais obtenu de réponse. Près d'1 semaine s'était écoulée depuis la disparition de l'enfant quand Gloria Cooper ouvrit enfin. Les enquêteurs lui demandèrent ce qu'elle avait fait depuis la disparition. Cooper déclara qu'elle avait dû aller chez des amis car on lui avait coupé l'électricité. Le courant était revenu la veille. Quand on lui demanda si elle avait entendu parler de la disparition de Cassidy, Cooper déclara que non. Elle parlait également de son frère qui vivait parfois avec elle. Les enquêteurs interrogèrent ensuite le frère de Cooper. Celui-ci déclara qu'il n'était pas à la maison à cause de la panne de courant quand Cassidy avait disparu. Il était allé travailler à 16 h.
Brooks montra aux enquêteurs sa fiche de présence du 1er décembre qui indiquait qu'il était arrivé à 16h07 et était reparti à 23h30. Cela démontrait qu'il n'était pas un suspect. Compte tenu qu'un voisin avait vu la fillette à 15h45 et qu'il était arrivé au boulot à 16h07, il n'avait guère eu le temps de l'enlever et puis de l'assassiner dans un si court délai. Une fois de plus, les policiers étaient dans l'impasse. Mais le 9 décembre, soit 8 jours après la disparition de Cassidy, ils eurent enfin un coup de chance. 2 adolescents marchaient dans une ruelle de Saint-Louis quand ils remarquèrent un amas de couverture contre un mur. En s'approchant, ils furent bouleversés en apercevant une jambe qui en sortait. Quand les policiers sont arrivés, ils ont immédiatement soupçonné qu'il s'agissait de Cassidy et ils nous ont appelés aussitôt. On a pu aller analyser la scène du crime et s'assurer qu'on prélevait tous les indices dont on aurait besoin pour identifier un suspect. Le corps de la fillette était revêtu des mêmes vêtements que ceux de Cassidy. Il était enveloppé dans un rideau et une couverture. Les indices sur les lieux ne nous indiquaient rien sur l'identité de quiconque. On disposait d'un édredon, d'une couverture et d'un rideau, mais on ignorait à qui ils appartenaient. On trouva également des traces de pneus dans la ruelle près du corps. Les techniciens en firent un moulage en plâtre pierre. L'enquêteur Donald Bryan compara ensuite les empreintes relevées sur le corps de la victime à celles relevées sur les objets de la chambre de Cassidy. De leur côté, les experts judiciaires du labo de Saint-Louis examinèrent la couverture qui avait enveloppé l'enfant en espérant y trouver des indices sur le meurtrier. Ils y prélevèrent de nombreux cheveux qu'on identifia par la suite à ceux d'un individu de race noire. Ils recueillirent également de nombreuses fibres beiges et des raclures d'aluminium. On a photographié des couvertures et ce rideau et fait diffuser ces photos aux nouvelles en demandant aux personnes qui les reconnaissaient de bien vouloir nous contacter. Les enquêteurs espéraient toujours trouver une piste qui les mènerait vers le tueur, mais ils voyaient le temps filer à toute vitesse. Ils étaient déterminés à trouver le meurtrier de Cassidy avant qu'il ne passe de nouveau à l'attaque. Le secteur de la ville où l'on s'était débarrassé de son corps ne correspondait pas au scénario des autres meurtres. Comme on en était venu à croire qu'on avait affaire à un autre meurtrier, on s'est concentré davantage sur notre cas, plutôt que de recueillir des indices pour les 3 enquêtes. Les enquêteurs se tournèrent bientôt vers leurs indices les plus prometteurs. Les cheveux d'une personne noire trouvée avec le corps. Ils retournèrent voir la voisine de Cassidy, Gloria Cooper. Celle-ci avait déclaré qu'elle n'était pas chez elle au moment de la disparition en raison d'une interruption de courant. L'enquêteur Laura Nearing, qui menait cette enquête, décida de vérifier les dires de Cooper en contactant son fournisseur d'électricité. On nous a dit qu'ils avaient menti, car l'électricité n'avait pas été coupée à cette maison. On s'est alors demandé pourquoi ils ne nous avaient pas dit la vérité et pourquoi ils avaient ressenti le besoin de se servir de ce prétexte. Ces nouvelles informations poussèrent les enquêteurs à retourner à la maison de Gloria Cooper une fois de plus. Cette fois-ci, son petit ami, Adam Jenkins, était avec elle. Les enquêteurs lui demandèrent où il était le jour de la disparition de Cassidy. Il déclara qu'il se trouvait à l'extérieur de la ville. Cooper autorisa ensuite les enquêteurs à faire le tour de la maison. Dans une des chambres, ils remarquèrent que la moquette était de couleur beige, soit de la même couleur que les fibres trouvées sur la couverture qui entourait le corps de Cassidy. En outre, il n'y avait aucun rideau à la fenêtre de cette pièce, ni couverture sur le lit. Si un des occupants de la maison de Cooper était mêlé au meurtre, les enquêteurs devraient trouver le moyen d'en faire la preuve. Au laboratoire judiciaire de Saint-Louis, l'expert Daniel Jackson analysait les traces de pneus dont on avait fait le moulage dans la ruelle où l'on avait trouvé le corps de Cassidy. Après en avoir examiné les caractéristiques, Jackson put déterminer quel modèle précis de pneus avait laissé l'empreinte dans la ruelle. J'ai pu établir que c'était un modèle de pneu de camionnette ou de véhicule utilitaire. Quand on nous a transmis ces informations sur le modèle de pneu, il était primordial pour nous d'identifier quel véhicule se trouvait dans le secteur. Les enquêteurs quadrillèrent de nouveau le quartier. Leur persévérance sembla porter fruit très rapidement. L'un des habitants se rappelait avoir vu une camionnette louée garée devant la maison des Cooper
le 9 décembre, la veille du jour où l'on avait trouvé le corps de Cassidy, à 6h30 du matin. 2 hommes de race noire y étaient montés. Ils avaient alors démarré si vite qu'ils avaient heurté la boîte aux lettres au bout de l'allée. Quand on a appris cela, un déclic s'est fait dans notre esprit. On a tout de suite su que c'était ce qu'on attendait. De plus, on se rappelait qu'on avait trouvé des raclures d'aluminium dans la literie qui avaient servi à envelopper le corps de la victime. On a su que c'était sans doute le véhicule qu'on cherchait. Il s'agissait du modèle de camionnette qu'on pouvait équiper de pneus, comme ceux qui avaient laissé des traces dans la ruelle où l'on avait trouvé le corps de Cassidy. Maintenant, on devait trouver ce véhicule. Nearing se mit à la recherche des agences de location de camionnettes dans l'annuaire téléphonique. Elle en trouva une près du quartier où vivaient les Cooper et y dépêcha un enquêteur. Apparemment, le frère de Cooper, Thomas Brooks, avait loué cette camionnette le 8 décembre et l'avait retournée le 9. L'employé montra aux enquêteurs le véhicule loué par Brooks. Il fut alors remorqué à la fourrière de la police pour y être examiné. Les pneus étaient du même modèle que ceux qui avaient laissé des empreintes suspectes. La comparaison de ces pneus au moulage des traces permit de prouver formellement qu'il s'agissait des mêmes pneus. Les experts passèrent ensuite l'aspirateur dans la camionnette pour y recueillir le moindre micro-indice correspondant aux fragments de peinture et aux raclures d'aluminium trouvées dans les couvertures. En outre, on se mit à la recherche d'empreintes digitales. L'enquêteur Nearing disposait maintenant des preuves qui lui permettraient d'obtenir un mandat de perquisition pour fouiller minutieusement la maison de Gloria Cooper. Une technicienne fouillait le sous-sol quand elle trouva une courroie. C'était le genre de courroie qu'on utilise avec un système d'alarme comme celui de Cassidy. Les experts identifièrent également plusieurs taches de sang sur le sol dont ils recueillirent des échantillons. Au laboratoire judiciaire de Saint-Louis, l'expert en criminalistique Alan Derrickson démontra formellement que le sang trouvé dans le sous-sol de la maison de Cooper avait le même ADN que celui de Cassidy. Les enquêteurs voulurent ensuite interroger les gens qui avaient accès à la maison de Cooper. Ils convoquèrent Adam Jenkins, le petit ami de Gloria Cooper. Ils l'informèrent alors que des preuves solides démontraient que quelqu'un dans la maison avait tué Cassidy. Jenkins avoua que Gloria avait bien trouvé le corps de la fillette dans le sous-sol, mais ajouta qu'elle ne l'avait pas tué. Il dit ensuite que Cooper avait insisté auprès de son frère pour qu'il s'en débarrasse. Brooks était alors allé louer une camionnette et Jenkins et lui avaient jeté le corps de Cassidy dans la ruelle où on le trouverait par la suite. Nearing interrogea ensuite Gloria Cooper, mais avant, elle lui apprit que son petit ami leur avait tout raconté et qu'il savait également qu'ils avaient loué une camionnette. Cooper passa alors aux aveux. Elle reconnut avoir trouvé le corps de Cassidy dans le sous-sol et avoir demandé à Brooks de le sortir de la maison. Elle ajouta qu'elle n'en avait pas parlé aux enquêteurs parce que son frère avait menacé de s'en prendre à ses enfants si elle disait quelque chose à ce sujet. Cooper confirma également que la couverture et le rideau provenaient bien de chez elle. Elle fut alors mise en état d'arrestation pour avoir essayé de faire entrave à la justice. Les policiers allèrent chercher Thomas Brooks chez son père et le ramenèrent pour le soumettre à un interrogatoire. Brooks commença par tout nier, mais il consentit toutefois à donner un échantillon de ses cheveux. Quand les enquêteurs l'informèrent qu'Adam Jenkins leur avait tout dit, il passa aux aveux. Il déclara qu'il avait essayé d'agresser Cassidy. Elle s'était débattue et il lui avait alors asséné un coup avec une barre d'acier, la tuant instantanément. Il avait alors enveloppé son corps d'une couverture et l'avait caché dans le sous-sol. Il s'était ensuite empressé de partir au restaurant où il travaillait et était arrivé 7 minutes en retard. Après avoir tout avoué, Brooks fut mis en état d'arrestation. Les échantillons de ses cheveux étaient du même ADN que ceux trouvés dans les couvertures qui avaient servi à envelopper le corps de Cassidy. Thomas Brooks fut accusé de meurtre au premier degré et d'enlèvement d'enfants. Il a été arrêté et condamné à mort. Quant à Gloria Cooper et Adam Jenkins, ils ont été reconnus coupables d'avoir fait entrave à la justice.